Bonjour à toutes et tous. J'ai essayé de calibrer cette présentation pour qu'elle dure un petit peu moins de 2 heures et qu'on puisse avoir un temps d'échange ensemble. Ça m'intéresse toujours particulièrement de venir parler d'ornement dans les écoles d'architecture. C'est le sujet sur lequel j'ai axé mes recherches de thèse. C'est un sujet dont du coup je suis devenue spécialiste et souvent je trouve qu'il est peu ou pas souvent abordé dans les études. Et du coup, je voulais aussi commencer par vous poser la question: qui a parlé ou fait ou entendu parler d'ornement dans ces ateliers de projet? Est-ce que vous pouvez lever la main si c'est arrivé? Ouais, c'est fou. Et qui a entendu parler d'Adolf Loos? Ouais, voilà. Eh bien, on va commencer par une petite blague. Quel est le point commun entre les sujets de toutes ces photographies? Adolf Loos aurait sans doute détesté. Et la raison pour laquelle je me sens presque obligée de mentionner cet architecte lorsqu'il est question d'ornement architectural, c'est pas vraiment parce que je souscris à ses vues sur l'ornement, mais bien parce que sa conférence, donc Ornement et crime, qui a été ensuite publiée en 1908 et traduite en français en 1920, continue à avoir un écho assez remarquable dans la pensée théorique, historique et critique de l'architecture. Alors même que, pour commencer, c'est un texte qui est pétri d'une vision du monde assez rétrograde, misogyne, xénophobe, classiste, et surtout parce que finalement, quand on le relit en le mettant dans une perspective historique, on s'aperçoit qu'un certain nombre de ces critiques ne sont pas inédites. Elles sont plus radicales, elles sont plus extrêmes, mais en fait, elles ne sont pas tellement originales par rapport aux critiques de l'ornement qui ont pu être formulées et cristallisées au cours de périodes antérieures. Et puis, je commence aussi, je dois le dire, par mentionner Loos pour des raisons un petit peu biographiques, parce qu'à titre personnel, c'est en découvrant les textes de Loos que j'ai commencé à m'intéresser à l'ornement en me disant, bon, quelqu'un qui n'aime ni les étrangers, ni les femmes, ni les classes populaires, ni l'ornement, me donne envie de me renseigner un peu plus et un peu mieux sur l'ornement, parce que je pense que du coup, moi, j'apprécierais. Il y avait un petit peu quelque chose de l'ordre de les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais comme on va le voir, en réalité, et évidemment, les positionnements autour de l'ornement sont historiquement beaucoup plus ambivalents, beaucoup plus nuancés, y compris d'ailleurs ceux de Loos et ceux de ses antériorités intellectuelles. Avant d'aller plus loin, et malgré ce pot pourri d'images, je pense qu'il est utile de revenir un peu sur les définitions de l'ornement qu'on peut proposer. C'est un terme qui, faisant partie du langage courant, est assez rarement défini de façon rigoureuse, y compris parfois même dans des ouvrages scientifiques et académiques. Ce que je trouve dommage, parce que précisément dans la mesure où il fait partie du langage courant, il peut y avoir beaucoup d'ambiguïté sur le sens précis qu'on lui donne. Alors, pour aborder cette question de la circonscription, de la définition de l'ornement, je vous propose de remonter il y a à peu près 20 ans, enfin au début des années 2000, quand un certain nombre de théoriciens de critiques d'architecture ont posé l'hypothèse d'un retour de l'ornement. C'est ce qu'affirme donc ici Robert Levitt, enseignant historien de l'architecture à l'université de Harvard, en mentionnant l'hypothèse que l'ornement serait revenu d'exil. L'idée d'exil fait référence évidemment à une espèce d'effet de la critique moderniste qui aurait banni l'ornement des pratiques et de la scène architecturale tout au long du XXe siècle. On verra plus loin que tout ça mérite d'être nuancé, mais en tout cas c'est ainsi que l'ornement était perçu à cette période. Et ce que nous dit Robert Levitt, c'est que la manière dont l'ornement revient de cet exil pose question, voire pose problème. On peut supposer qu'il a en tête le type d'ornement que vous voyez derrière sur cette image, des choses dont la morphologie diffère profondément de celle de l'ornement classique. Ici, c'est un détail de la façade d'une galerie commerciale conçue par l'agence de l'architecte Farshid Moussavi, qui est une collègue de Robert Levitt à l'université de Harvard, où elle enseigne aussi à ce moment-là. Elle vient elle-même de publier un ouvrage qui s'appelle The Function of Ornament, qui n'a jamais été traduit en français, il me semble. En tout cas, s'il l'a été, ça a été tout récent.
sur l'ornement abordé de façon extrêmement morphologique. Et en fait, la question que pose Leavitt, c'est si ce qui apparaît comme un ornement à nos yeux diffère si profondément de tout ce que nous avons appelé ornement dans la tradition classique occidentale jusqu'à présent, est-ce qu'il s'agit vraiment d'ornement? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un retour? Il pose cette question en 2008, mais en fait, c'est une question bien plus ancienne, et c'est pour ça que je vous mettais cette deuxième citation, celle d'un grand historien de l'architecture, John Summerson, qui pose la question des associations d'idées et des connotations que charrie le mot même, en fait. Summerson nous dit, finalement, ornement, ça convoque tout un imaginaire de moulures, de dorures, d'associations d'idées 19e qui entrave la perception de ce qu'est le rapport entre ornant et orné, et finalement de ce qu'est la nature ornementale de quelque chose. Alors là où on ne peut que souscrire à ce problème définitionnel, c'est qu'effectivement, les ornements de la tradition classique occidentale sont marqués par des caractéristiques comme la saillance par rapport aux parois. C'est souvent des éléments qui relèvent du relief, de la statuaire aussi. Ils sont souvent ponctuels plutôt que surfaciques et plans, comme c'est le cas de ce type d'ornement, on en verra d'autres. Ils sont souvent réguliers, avec des motifs identifiables, là où, dans le cas de l'ornement dit contemporain, on est plutôt face à des motifs ambivalents, ambigus, pas nécessairement figuratifs, et dont la symbolique est équivoque. Mais cette approche de l'ornement, finalement, elle pose problème parce qu'elle définit, ou en tout cas elle tente de circonscrire l'ornement à partir de sa morphologie. Ça fait partie de trois types d'approches de l'ornement que je voudrais vous présenter en essayant de vous présenter surtout les limites qu'elle présente et la manière dont, dans mes recherches, j'essaye de proposer une approche différente, qui présente aussi des limites d'ailleurs. Les définitions morphologiques, c'est celles qu'on peut trouver par exemple dans cet ouvrage-là, qui est un vocabulaire. On remarquera que le livre ne se présente pas comme un dictionnaire, mais bien comme un vocabulaire. Il est publié aux éditions du Patrimoine, et en fait, il s'agit davantage d'un inventaire que d'un dictionnaire de l'ornement. C'est-à-dire que ici, vous avez un exemple de l'une des pages de ce livre. On s'aperçoit que des éléments ornementaux sont décrits de manière très fine par leurs caractéristiques morphologiques, donc leur dimension, leur forme, le type de motif, leur texture ou leur couleur, etc. Mais tout ça ne nous dit rien des raisons pour lesquelles tel type de dispositif ornemental est mobilisé à tel endroit en architecture. Donc en fait, finalement, ça ne nous dit rien de la manière dont l'ornement et la société qui le produit interagissent. C'est un problème qui apparaît dans la définition que les auteurs de cet ouvrage ont essayé de donner de l'ornement. Quelque temps avant cette publication, dans un article, ils ont écrit « L'ornement est un élément décoratif pouvant relever de toute technique destiné à l'embellissement ou à la mise en valeur d'un objet ou d'une architecture auquel il est subordonné. » Ce mot de « subordonné » est assez important, on y reviendra un peu plus tard. Élément constitutif du décor, il peut être peint, gravé, sculpté, réalisé en trompe-l'œil, appliqué isolé ou en ombre, par le biais de compositions plus ou moins complexes, linéaires, couvrantes, en semis, en tapis, axés, symétriques, etc., dont les infinies variantes jouent sur la disposition, les proportions, le rythme, les effets de relief, les contrastes de matière et surtout la couleur. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette définition, mais si vous essayez de définir quelque chose d'une façon aussi large, il y a des chances pour que Mathias vous fasse remarquer que cette définition n'est pas très opérante. Et moi, je trouve que c'est le problème qu'elle nous pose. En fait, elle est tellement large, elle fait référence à une telle variété de variantes possibles, les auteurs mentionnent même une infinité de variantes, que finalement, cette définition n'est pas aidante, d'abord pour poser la question « est-ce que ceci est un ornement, oui ou non ?» et puis surtout pour comprendre pourquoi ceci a été choisi plutôt qu'autre chose pour orner. En outre, c'est une approche qui débouche du coup souvent sur des définitions très savantes, très érudites, au point d'en devenir hermétique. J'ai mis l'exemple de cette page, puisque ici il s'agit de définir ce qu'est le carré dans le cadre de la théorie de l'ornement en histoire de l'art.
a priori, dans le langage courant, on n'a jamais besoin de définir un carré, en fait. Enfin, on apprend ça à l'école élémentaire, et puis voilà, ensuite on le sait pour la vie. Ici, il est question, par exemple, de carré curviligne. L'image que vous voyez en haut à gauche, c'est donc un carré curviligne, c'est-à-dire un carré dont les arêtes ne sont pas droites, mais courbes. En fait, certes, on peut connaître cette définition, elle est savante, et elle permet de décrire, entre spécialistes, un élément très spécifique d'un décor. Mais au-delà, elle ne nous dit toujours rien, et surtout, elle est tellement pointue qu'elle ne permet pas de vulgariser sa pensée, ou qu'elle permet difficilement de travailler en interdisciplinarité avec d'autres expertises académiques, professionnelles, scientifiques, etc. Donc c'est là que j'identifie une vraie limite des approches morphologiques de l'ornement, qui, de surcroît, sont toujours élaborées a posteriori. On reconnaît que quelque chose a une dimension ornementale et on dit, bon, bah, du coup, maintenant, on va le décrire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui le constitue exactement. Une autre approche assez répandue, c'est une approche qu'on pourrait qualifier de stylistique. Elle consiste à parler d'une période, par exemple ici, la première moitié du XVIIe siècle, en disant bah, à telle période, le style dominant a été, en l'occurrence, le style Louis XIII, qui présente telle et telle et telle caractéristique morphologique. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le fameux retour de l'ornement. Beaucoup d'auteurs se sont dit, bon, bah, avant l'ornement, c'était ceci, ceci, cela, typiquement des éléments saillants avec des teintes et des matériaux homogènes, une visibilisation des matériaux nobles, une invisibilisation des matériaux structurels. Et puis maintenant, l'ornement contemporain, c'est ça, ça, ça. Typiquement, un ornement enveloppant avec des motifs ambivalents, des compositions plus ou moins géométriques et complexes, etc. Le problème de cette approche stylistico-historique, c'est que justement, en fait, elle n'est pas forcément historique. Elle se focalise généralement sur les bâtiments qui ont été les plus commentés, les plus reconnus, ceux qui ont été généralement produits pour des élites, qui sont aussi construits dans les matériaux les plus pérennes. Et donc finalement, elle ne nous dit pas forcément grand-chose de la représentativité historique de ces styles. Et typiquement, entrez. Et typiquement, elle ne nous permet pas de savoir à quel point le style Louis XIII était répandu dans l'ensemble de la production bâtie à la période dont on considère qu'il est issu. Et c'est pour ça que je vous mettais cette image à côté d'une résidence privée très récente, construite dans les années 2010, je n'ai pas la date exacte, qui est d'inspiration classique, il me semble, a priori Louis XVI plutôt, et en fait qui n'est pas considérée comme représentative du contemporain, dans la mesure où elle est d'inspiration néo-traditionnelle, mais pourtant qui historiquement est tout à fait contemporaine dans la mesure où elle est bâtie à la période contemporaine. Et ce genre d'architecture, quoi qu'elle soit délégitimée, peu commentée, peu publiée, est assez répandue dans la production bâtie globale. Alors pas seulement en Chine ou en Russie ou aux États-Unis, mais aussi en fait en France, que ce soit dans le cadre d'opérations immobilières d'ampleur, comme ce qui a été fait par la société de Walt Disney Company autour d'Euro Disney à Marne-la-Vallée, ou dans le cadre plus restreint et ponctuel de petites opérations de lotissement, où du coup on va doter des pavillons, pas forcément très sophistiqués d'un point de vue architectural, de petites caractéristiques ornementales d'inspiration traditionnelle, en supposant que ça suffit pour un peu faire illusion en fait, aux yeux d'une clientèle et que ça va davantage leur plaire qu'autre chose. Donc cette approche stylistique, pour finir là-dessus, de l'ornement, voilà, elle ne me semble pas forcément éclairante pour comprendre l'ornement réellement historiquement représentatif d'une période. Une dernière approche, c'est celle qu'on pourrait qualifier de fonctionnaliste ou utilitariste. Elle consiste à dire, et c'est peut-être finalement la plus courante, la plus répandue, ce qui est ornemental, c'est ce qui ne sert à rien. Et ce qui sert à quelque chose, ben, c'est pas ornemental. Donc, par exemple, on pourrait dire, bon, bah, la statuaire, ça sert à rien, donc c'est forcément ornemental. Le problème, c'est que distinguer matériellement ce qui est utilitaire de ce qui est ornemental à l'échelle des objets eux-mêmes, des éléments architecturaux, c'est assez difficile.
C'est typiquement le problème qui peut se poser quand on prend cette tôle d'aluminium. Elle a une utilité pratique, en l'occurrence elle fait partie d'un bardage, elle sert à protéger l'isolation thermique poreuse des intempéries, mais par ailleurs elle est imprimée de motifs ornementaux. Et donc, à part intellectuellement, comment distinguer ce qui relève de l'ornement de ce qui relève de l'utilitaire ? En fait, l'élément architectural, c'est une tôle, et cette tôle est à la fois consubstantiellement utilitaire et ornementale. L'autre difficulté que pose cette approche fonctionnaliste, c'est qu'en fait, elle fait une confusion entre ornement et décoration. C'est une confusion qui est très très courante. Enfin, dans le langage courant, on utilise souvent l'un pour l'autre. D'ailleurs, on parle plus souvent en fait, de décoration que d'ornement. Le mot est un peu plus banal. Il a l'air moins érudit et savant. Mais en fait, l'ornement et la décoration, historiquement, et là pour le coup c'est un peu érudit, je fais un peu la morphologiste malgré toutes mes critiques, mais c'est une distinction qui vaut le coup d'être faite parce que en fait, ça procède d'étymologies complètement différentes. Les deux termes viennent du latin, mais ornement vient du verbe ornare qui signifie disposer, mais aussi outiller et agrémenter. Il a donné divers dérivés en latin puis en français qui ont donné tout le champ lexical de l'ornement, ornement, ornementé, ornementation, etc. Alors que décoration vient d'un autre verbe, déquerer, qui lui signifie convenir, être convenable, être séant, et qui a donné donc décoration, décor, décorum, mais aussi, par exemple, décence, et tout un champ lexical qui a bien plus à voir avec la convenance sociale, avec les hiérarchies et les organisations sociales, qu'avec les enjeux d'agrémentation, de plaisir et de beauté. Donc on peut synthétiser ça en disant que finalement la décoration, ça a plus à voir avec un enjeu social, un enjeu d'adéquation sociale entre un dispositif matériel et une destination, alors que l'ornement, c'est toujours un dispositif matériel qui peut être ponctuel, genre juste une moulure quelque part, ou plutôt un décor global, mais qui a à voir avant tout avec l'agrément et la beauté. Pour essayer de dépasser un peu ces apories, dans mon travail, je propose une autre définition de l'ornement, qui n'est pas forcément beaucoup plus facile à manipuler, mais qui est basée sur quelque chose de relationnel, sur 3 points qui se répondent entre eux. D'abord, la matérialité, dans la mesure où l'ornement, c'est pas un concept, c'est pas par exemple le bleu clin que je présente ici, même si du coup, mince, à cause de l'écran, il n'a pas du tout l'air d'être bleu clin, il a l'air d'être autre chose. Mais je ne sais pas si vous voyez le travail de cet artiste Yves Klein qui a conçu une nuance de bleu dans les années 60, il me semble, ou 70, je ne suis plus sûre. En tout cas, là, on ne peut pas vraiment parler d'ornement dans la mesure où cette couleur est d'abord un concept, en fait. De la même manière, l'art conceptuel ne peut pas vraiment relever de l'ornement dans le cadre de l'approche que je propose là, parce qu'il n'y a pas de matérialité concrète. Donc l'ornement passe par un ensemble de motifs, de teintes, de matériaux, etc. Un autre élément qui me paraît important dans cette approche, c'est la dimension anticipative. Les productrices de l'ornement, qu'il s'agisse d'architectes, d'artisans, d'ouvriers, peu importe, anticipent l'effet esthétique que va produire leur travail. C'est-à-dire que, dans le cadre de cette définition, on ne peut pas parler d'ornement quand il y a quelque chose de fortuit. L'image qu'il y a ici montre en fait des petites traces de poussière qui sont issues des persiennes restées ouvertes pendant tellement longtemps sur cette façade. Du coup, là où il y a le petit bois, ça a protégé la façade, et puis entre les lattes, de la poussière s'est glissée. On peut trouver que ça a un effet esthétique, de la même manière qu'on peut trouver qu'il y a quelque chose d'esthétique devant un paysage sauvage ou reculé. En revanche, à mon sens, on ne peut pas parler d'ornement dans la mesure où il n'y a pas d'intentionnalité explicite des productrices. Et puis, pour parler d'ornement, il faut qu'il y ait la perception de l'ornement en tant que tel, c'est-à-dire une forme de reconnaissance de la part d'un public, qu'il s'agisse des usagers de l'édifice à l'époque où il est construit ou beaucoup plus tard,
qui disent « Ah ben en effet, ça, c'est ornemental ». Typiquement, on ne voit pas forcément très bien, mais l'appareillage de briques sur cette façade peut être considéré comme ornemental une fois qu'il est remis au jour, mais tant qu'il y a du coup l'enduit dessus que la personne est en train de supprimer, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un ornement, excusez-moi, parce que c'est tout simplement pas visible. Donc il faut à la fois une reconnaissance, dire en effet c'est beau, ça agrémente, c'est attrayant, et que l'élément en question soit visible. La limite de cette approche générale que je vous présente comme si c'était un peu genre j'ai sorti ma définition magique, c'est évidemment que c'est très difficile en tant que chercheur, chercheuse, critique, architecte, de connaître la manière dont les choses ont été anticipées et la manière dont les choses sont reçues. C'est un autre type de travail et qui n'est pas évident à faire, bien sûr. Mais je pense que c'est une manière qui permet une approche qui permet d'englober des manifestations très très diverses de l'ornement architectural sous une même définition. En suivant cette approche-là, les œuvres de célèbres contempteurs de l'ornement, dont Adolf Loos, je dis contempteurs parce que pour le coup c'est quand même généralement des hommes, même si des femmes ont évidemment pu être tout à fait critiques vis-à-vis de l'ornement, ont été réexaminés par beaucoup d'historiens et historiennes de l'architecture, notamment Brenda Lynn Edgar, qui a fait un travail remarquable en thèse sur les impressions photographiques et les décors intérieurs d'architecture moderne. Et le caractère ornemental de certains éléments architecturaux est mieux identifié aujourd'hui qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans où on se serait davantage arrêté à la théorie et à la doctrine défendue par des architectes modernes plutôt que d'aller examiner leur production bâtie en se disant mais finalement, est-ce que là, que ce soit le dessin de la corniche, le dessin des soclages, l'effet de contraste matériel entre le marbre en matériau noble et la paroi très lisse au-dessus, d'autant plus lisse que précisément on n'a ni linteau ni appui, est-ce que tout ça ne procède pas d'une anticipation donc de l'effet esthétique qui permettent de parler d'ornementation et pas d'un bâtiment aussi pauvre et neutre que les contemporains de Loos ont pu le voir parce qu'il dérogeait à certaines conventions de production architecturale de la période. On ne peut pas savoir évidemment ce que Loos aurait pensé de cette relecture de son œuvre. En revanche, on sait à peu près ce qu'il pensait de l'ornement parce qu'il ne s'est pas privé de l'écrire. Et du coup, je vais vous citer quelques passages. C'est des passages qui présentent quand même une certaine violence, enfin je pense qu'on peut le dire. Vraisemblablement, il est intéressant de continuer à lire cet auteur, mais il me semble indispensable de contextualiser systématiquement ses propos parce que voilà, on peut réimprimer des pamphlets extrêmement incendiaires, mais dans ces cas-là, il faut que l'édition contienne, à mon sens, une préface, une contextualisation, des éléments qui préparent le lectorat à ce qui va suivre. Donc voilà, préparez-vous. Les citations que je donne là sont celles de la traduction parue chez la maison Payot en 2003. On peut lire « Le papou tatoue sa peau, son bateau, ses rames, bref, tout ce qu'il peut atteindre. Ce n'est pas un criminel. L'homme moderne qui se tatoue est, lui, un criminel ou un dégénéré. » Plus loin, Loos explique que les prisons sont remplies de personnes tatouées et que les personnes tatouées en liberté sont des criminels en puissance. Voilà, c'est son point de vue. Plus loin, il écrit « Le paysan de Cals, qui est une petite ville, un petit village reculé dans les Alpes, vit au XIIe siècle. À la campagne, vêtements et ustensiles domestiques appartiennent toujours à des siècles antérieurs. Le paysan n'est pas chrétien, c'est encore un païen. » Son point de vue sur la modernité et l'urbanité. Plus loin, l'ornement, nous l'avons surmonté, nous sommes parvenus au stade du dépouillement. Ailleurs,
C'est un crime contre l'économie nationale que d'anéantir ainsi le travail des hommes, l'argent et les matériaux, en produisant de l'ornement. L'homme du XXe siècle peut couvrir ses besoins avec un capital bien moindre que l'homme du XVIIIe siècle, et donc épargné. Ça, c'est intéressant, on y reviendra, c'est peut-être la seule critique un tout petit peu plus récente de l'ornement par rapport aux autres axes de critique que je viens de citer. Plus loin encore, le cafre qui inclut à un rythme déterminé des ornements dans les tissus, le perse qui noue son tapis, la paysanne slovaque qui fabrique au crochet des splendeurs avec des perles de verre et de la soie, tout cela, donc, l'aristocrate, c'est l'os, les comprend fort bien. Il les laisse faire. Il est gentil. Il se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas parvenus, comme l'homme moderne, au stade du dépouillement. Et il explique qu'il ne faut pas les priver de ces petites joies modestes des petites gens, parce qu'ils ne sont pas encore capables de comprendre l'intérêt du dépouillement et le stade avancé de modernité civilisationnelle que ça implique. On va s'arrêter là. Si on essaye de récapituler les axes critiques que nous présente Loos, il y a en fait une critique qui finalement est xénophobe, puisque les peuples extra-européens sont considérés comme sous-développés, d'où leur attachement à l'ornement, le même goût chez un homme moderne étant considéré comme une dégénérescence. Donc en fait, il y a il l'écrit assez clairement, il y a une espèce de pyramide du développement intellectuel et moral et du coup ornemental, qui pour Loos c'est une pyramide inversée. Plus on est orné, moins on est moderne, moins on est développé, plus on est dégénéré. Bon. Il y a une critique qui est d'ordre misogyne. Les femmes ne peuvent pas vraiment s'abstraire de l'ornement, ce sont des créatures inférieures. Donc l'homme moderne, lui, est en mesure de surmonter l'ornement, mais la paysanne slovaque, on comprend bien qu'elle va continuer à faire des perles, quoi. Il y a une critique classiste, puisque, vous l'avez entendu, les paysans, les petites gens, c'est pareil, ils ont encore besoin d'ornements, ils vivent au XIIe siècle, donc Loos écrit au début du XXe, mais cette catégorie sociale est considérée comme ayant du coup 8 siècles de retard sur le développement civilisationnel de la modernité. Et puis il y a une critique économique, puisque la production ornementale est considérée et décrite comme ruineuse, et dans la mesure où elle est relativement déconsidérée déjà à l'époque où il écrit, elle ne peut plus enrichir les ouvriers pourtant qualifiés qui produisent des ornements. Donc on remarque que d'ailleurs de tous ces axes critiques, il n'y a finalement que celui-là, la critique directement économique, qui ne soit pas basée sur une forme de discrimination. Mais si on prend les deux premiers axes de critique de Loos, touchant à la dégénérescence et à une forme de xénophobie, on s'aperçoit que, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'ornement menace un peu l'intégrité d'un corps social, dépositaire du pouvoir politique, dépositaire du goût, qui est le corps social masculin. Et ça, c'est pas du tout neuf. Et si vous trouvez Loos virulent, laissez-moi vous présenter Caton, l'ancien, aussi dit Caton le censeur, parce qu'il a exercé ce rôle à l'époque, à Rome, au IIe siècle avant notre ère, dans un contexte politique où Rome était en train de devenir la puissance militaire, politique, hégémonique du bassin méditerranéen, et notamment venait de remporter une seconde guerre contre sa grande rivale, qui était la ville de Carthage, située sur l'autre rive, dans l'actuelle Tunisie. Mais le fait est que les campagnes militaires avaient amené les armées romaines à découvrir le raffinement de la culture matérielle de la Grèce et de ce qu'ils appelaient l'Asie, qui correspondrait plutôt aujourd'hui à la Turquie, au pays de l'Est, de l'Italie et un peu plus loin à l'équivalent de la Jordanie et au nord de l'Égypte. Et donc en fait, la culture dominante, c'est plutôt la culture hellénistique, la culture issue du monde grec, alors que la puissance politique et militaire dominante, c'est de plus en plus celle de Rome. Et donc, en fait, des éléments culturels issus du monde grec et des éléments architecturaux issus du monde grec sont incorporés par les Romains
pour le dire très prosaïquement, parce que ça devient à la mode. Et ça, c'est pas moi qui le dis de cette façon-là, c'est un historien qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les modes à Rome », où il parle de cette façon dont, tout à coup, à partir du IIe siècle, puis tout au long du 1er siècle avant notre ère, puis tout au long des siècles qui suivent, Rome est prise d'une espèce de frénésie grecque, et ce qui fait pointu, sophistiqué, cultivé, moderne, pour un jeune Romain, c'est d'apprendre le grec, de connaître les auteurs grecs, et pour quelqu'un qui en a les moyens, c'est de bâtir une villa qui s'inspire des palais royaux découverts par les armées romaines en Grèce. Typiquement, la villa des Papyrus, alors, qui a priori a été construite après la mort de Caton, mais c'est un bon exemple d'architecture hellénistique avec donc elle a été construite à Pompéi, a priori par un patricien, sans doute le beau-père de Jules César, et elle présente un péristyle qui déjà en soi était une sorte d'innovation matérielle dans le vocabulaire architectural romain, puisque ça vient de la Grèce. De surcroît, ce péristyle a des proportions littéralement royales vis-à-vis de la maison. Et puis le péristyle, du coup, c'est un espace, c'est littéralement un espace de décor, puisqu'on y trouve à la fois des colonnes qui sont des supports d'ornement, mais aussi tout un espace de mise en scène, en fait. La possibilité de disposer une statuaire élaborée, de mettre en valeur et en scène des matériaux très nobles, etc. Tout ça, c'est le genre de choses que Caton aurait détesté, un peu comme l'os. Caton avait ses petites marottes. Et alors, lui, il avait la restauration des mœurs latines, parce qu'il considérait que toutes ces mœurs grecques qui étaient à la mode dégénéraient en fait, et dégradaient, corrompaient la jeunesse romaine. Et il était aussi un petit peu obsédé, je pense qu'on peut le dire, par la destruction de Carthage, qui d'ailleurs sera finalement effectivement mise en œuvre par Rome juste après sa mort. Et une autre de ses obsessions, c'était la sobriété matérielle, ce qui va avec l'intégrité et la rigueur romaine qu'il trouvait menacée par le luxe grec. Et ça apparaît dans sa défense d'une loi, la loi Oppia, qui avait été promulguée dans un contexte d'économie de guerre. Je vous en parle parce que qui sait ce qui nous pend au nez. On est peut-être à ça d'une autre forme de loi sanctuaire. Cette loi ne s'appliquait qu'aux femmes, et elle prescrivait que les femmes n'avaient pas le droit de porter plus de tant de grammes d'or sur elles, dans leur parure, qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir des vêtements multicolores, et qu'elles n'avaient pas le droit de se déplacer dans des attelages à plus de 2 chevaux. Tout ça pour éviter un étalage de luxe qui aurait été trop malsain. Bon, 20 ans après, la guerre est gagnée, et donc il y a un mouvement qui réclame l'abrogation de cette loi. Caton dit non. Et pire, des femmes romaines s'assemblent en fait dans les rues, aux abords du forum, pour solliciter les sénateurs qui vont aller voter ou pas l'abrogation de la loi et leur dire, enfin faire du lobbying, quoi, leur dire directement vous l'enlevez, quoi. Et alors là, Caton, il est carrément scandalisé, en fait. Enfin, c'est l'une des premières manifestations de femmes en fait documentées en Occident. Si on peut se permettre cet anachronisme. Et Caton, du coup, il fait un discours pour expliquer pourquoi il ne faut surtout pas abroger cette loi et qu'au contraire, il faut la conserver, en fait, parce que alors, il explique que les femmes, de toute façon, elles sont sensibles aux bijoux, elles sont sensibles au luxe, mais si on abroge cette loi, du coup, elles vont en rechercher tellement que si leur époux ne peut pas leur payer, elles iront forcément voir les époux d'autres femmes. Donc finalement, l'ornement mène à l'adultère. Mais un truc intéressant qu'il nous raconte aussi, c'est que, c'est un autre historien qui a rapporté son discours, on ne sait pas s'il a prononcé ça mot pour mot, mais a priori c'était un peu l'idée. Il nous dit « Déjà, nous avons pénétré dans la Grèce et dans l'Asie, où nous avons trouvé tous les attraits du plaisir. Déjà même, nous tenons dans nos mains les trésors des rois. Ne dois-je pas craindre qu'au lieu d'être les maîtres de ces richesses, nous n'en devenions les esclaves ? C'est pour le malheur de Rome, vous pouvez m'en croire, qu'on a introduit dans ses murs les statues de Syracuse. Je n'entends que trop de gens vanter et admirer les décorations de Corinthe et d'Athènes et se moquer des dieux d'argile qu'on voit devant nos temples. »
Ici, on retrouve des axes de critique du faste et de l'ornement qui sont finalement assez analogues à celles de l'os, toute proportion gardée, bien sûr. On est dans une approche transhistorique. C'est évidemment pas les mêmes contextes sociaux, les mêmes contextes de discours. Mais ce qu'il nous dit finalement, c'est que trop de luxe, trop de faste produit une sorte de fascination à laquelle il est difficile de résister, alors même qu'une plus grande sobriété matérielle est meilleure moralement, est meilleure pour l'économie du pays, et donc que c'est la raison pour laquelle il faut continuer à la rejeter. Un peu plus loin dans son discours, il compare ce soulèvement féminin, cette sorte de manifestation des femmes, à un soulèvement de la plèbe qui a eu lieu quelques décennies plus tôt, et quelques années plus tôt. Et là, c'est pareil, en fait, on retrouve l'espèce de triptyque de l'os entre exotisme, ornement, féminité et puis classe populaire, quoi. Si on commence à écouter la plèbe et les femmes qui, évidemment, sont du côté de l'ornement parce qu'ils sont un petit peu moins développés que les virils hommes romains, là, on court à la décadence. Bon, donc, c'est un épisode historique qui touche pas directement à l'architecture, puisqu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'une loi sur l'architecture, mais qui me semble intéressant parce qu'il montre que ça fait très très longtemps, en fait, que l'ornement peut être perçu par certains critiques comme une sorte de menace exogène qui est susceptible de contaminer un peu le corps social, quoi, de se diffuser, et particulièrement se diffuser via les femmes et, on va dire, en assumant cet anachronisme pour parler de la plèbe à Rome, les classes populaires, parce que c'est des catégories de population moins solides moralement que les hommes. Alors, ce qui peut être frappant, c'est que Caton ne déplore pas les campagnes militaires romaines, alors qu'en fait, c'est à l'occasion de toutes ces campagnes militaires, à l'occasion de certaines conquêtes, que les armées romaines ont découvert une culture matérielle plus raffinée, plus sophistiquée, plus fastueuse, etc. Et en fait, c'est vrai qu'historiquement, il y a une espèce de face sombre de l'ornement, et il y a un lien un peu trouble entre l'ornement et le conflit armé. C'est un lien qui est souligné par un philosophe qui s'appelle Jacques Souliou dans un ouvrage qui s'appelle Le livre de l'ornement et de la guerre, qui est une espèce de palimpseste un petit peu bizarre mais très très riche au sujet de l'ornement. En fait, pour lui, l'ornement exerce une sorte de fascination qui peut même confiner à la sidération, et c'est pour ça que historiquement, il avait beaucoup été mobilisé dans les attirails guerriers. C'est évidemment ce qu'on voit avec ce haume, donc un haume de la fin du Moyen-Âge, un haume européen, où l'ornement est vraisemblablement un outil, en fait, un outil militaire, un outil du combat de chevalerie, en l'occurrence, qui effectivement, enfin, moi je pense que si quelqu'un me fonce dessus avec ça sur la tête et une grande lance, je risque d'avoir quelques instants de sidération avant de pouvoir réagir. Inversement, on voit que c'est aussi une imagerie de mort qui peut être appliquée à des objets ornés, comme c'est le cas là, avec ce pistolet à parfum du début du 19e. C'est quelque chose qui s'utilisait en se tirant dessus, en fait, enfin, comme dans une espèce de parodie de suicide orné, fastueux, luxueux. Et la parure peut aussi bien sûr être une sorte de trophée, c'est ce qui apparaît ici avec cette coiffure. C'est une mode qui a effectivement existé après la victoire navale d'une frégate française qui s'appelait la Belle Poule, au tout début de la guerre de 7 ans qui a lieu au XVIIIe siècle. Donc cette frégate française a remporté sa première victoire navale. Et pendant un certain temps, à la cour de Louis XVI et Marie-Antoinette, cette coiffure faisait fureur. Ce qui nous rappelle qu'effectivement, l'ornement n'est pas forcément quelque chose qui se trouve toujours du côté moral de l'histoire, du côté des subalternes, du côté des dominés, mais au contraire qui peut tout à fait s'agir d'une parure qui sert de trophée. Et puis dans ce lien un peu trouble entre l'ornement, le deuil, la mort, la perte, il y a aussi bien sûr l'anecdote que Vitruve rapporte au sujet de l'invention
du chapiteau de l'ordre corinthien, donc plus directement lié à l'architecture. Il raconte que alors je vais vous la lire dans une traduction récente. Donc, une jeune fille de Corinthe, arrivée à l'âge nubile, fut atteinte d'une maladie qui l'emporta. Après sa mort, de petits vases qu'elle avait aimés pendant sa vie furent recueillis par sa nourrice, arrangés dans une corbeille et déposés sur sa tombe. Et pour qu'ils se conservassent plus longtemps au grand air, elle les recouvrit d'une tuile. Cette corbeille avait été par hasard placée sur une racine d'acanthe, donc une plante qui a donné l'expression feuille d'acanthe dans la description de l'ordre corinthien. Pressée par le poids qui pesait en plein sur elle, cette racine d'acanthe poussa vers le printemps des tiges et des feuilles. Ces tiges grandirent tout autour de la corbeille, puis rencontrant aux angles de la tuile une résistance qui les comprimait, elles furent forcées à leur extrémité de se recourber en une forme de rouleau. Le sculpteur Callimaque, qu'on voit ici dans une représentation imagée du XVIIe siècle, passant par là, passant auprès de ce tombeau, aperçut ce panier et les feuilles qui l'entouraient et fit un croquis. Et c'est ainsi qu'ensuite il eut l'idée des motifs du chapiteau de l'ordre corinthien. Donc on s'aperçoit qu'il y a toujours eu une espèce de face sombre de l'ornement, une espèce de lien entre l'ornement, le deuil, la mort, le conflit, la guerre, qui fait que c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles l'ornement a perduré, en fait, malgré toutes les critiques dont il a toujours fait l'objet, parce qu'il a à voir avec quelque chose d'un peu transcendant, même si un peu trouble ou un peu malsain, en fait. Et de fait, le renouvellement des goûts au sein d'une société, c'est très souvent, historiquement, opéré à l'occasion de conquêtes militaires, de conflits armés, qui ont permis d'importer en fait, des artefacts porteurs de motifs, de compositions, de matériaux ou de teintes qui étaient jusque-là inédits au sein de la société conquérante. Ça a été le cas pour ce qu'on a appelé les chinoiseries, qu'on voit là dans le tout petit coin en haut à gauche. Vous aurez compris que la gauche et la droite, l'est et l'ouest, c'est pas acquis. Voilà, c'est mes petites limites. Les chinoiseries, donc comme on les appelait, découvertes notamment par les armées anglaises au cours de leurs incursions en Chine, pour certaines pillées, puis importées et reproduites dans leurs caractéristiques morphologiques, qu'il s'agisse du type et de la finesse du matériau, donc la porcelaine, mais aussi du type de teinte, ces bleus très profonds qui jusque-là étaient inédits en Angleterre puis en Europe, et aussi le type de motif, puisque quand on regarde la façon dont on décorait la vaisselerie, ce n'était pas du tout ce type de motif-là qui était mobilisé jusque-là. On observe un peu le même type de choses durant les conquêtes de la péninsule indienne par les armées anglaises, là encore, qui vont importer ensuite en Angleterre, et ça s'est moins diffusé en Europe, des morphologies architecturales caractéristiques de l'architecture du sous-continent indien, qu'elle soit plutôt islamique ou hindoue. Ici, on est à Brighton, donc on pourrait penser que c'est un édifice construit dans une ville indienne, mais pas du tout. Il s'agissait bien d'éléments architecturaux, qu'il s'agisse des coupelles, des flèches, de la forme des arches ici caractéristiques, qu'on peut finalement assimiler à des formes de trophées, des trophées d'ordre culturel, des trophées immatériels, ramenés par les armées anglaises à la maison, quoi. Chacun ramène ce qu'il peut à la maison. On peut observer le même type d'attitude en fait, et d'effet suite aux campagnes d'Égypte de Napoléon, qui vont voir en Angleterre la vogue d'un certain type de motifs d'inspiration égyptienne, qui en fait est du coup inspiré de temples ou de bâtiments palatiaux égyptiens, notamment dans les bas-reliefs, la géométrie des colonnes, même évidemment le type de motif, etc. Parce qu'ici, il s'agit d'un portique construit en 1804 sur un bâtiment préexistant qui en fait n'avait pas cet aspect, son seuil n'avait pas cet aspect-là, et c'est du coup à cette occasion, enfin plutôt suite aux campagnes napoléoniennes, que cette vogue s'est répandue en France puis en Europe.
Donc en fait, tout se passe comme si l'ornement faisait partie des ressources captées par les armées conquérantes, même si souvent il est d'abord frappé du sceau de l'exotisme quand il est importé au sein de la société conquérante. Donc il est plutôt d'abord apprécié par des personnes un peu marginales ou avant-gardistes dans leur approche esthétique, diffusé progressivement parmi d'autres couches sociales, et puis ce faisant, il est adapté ou réadapté à une culture locale spécifique. C'est le cas, pour reprendre cet exemple-là, par exemple des porcelaines, où les décors de paysages naturels habités qui étaient caractéristiques de la porcelaine chinoise sont réadaptés avec du coup des motifs plus directement évocateurs de l'Angleterre ou de l'Europe. Mais les transferts culturels peuvent évidemment s'opérer dans les deux sens, dans les deux possibilités, notamment quand des membres de sociétés devenus subalternes, mais qui eux-mêmes font partie d'une forme d'élite dans ces sociétés, qui en tout cas sont plus ou moins intégrés à un autre monde culturel, peuvent adopter des normes esthétiques caractéristiques des sociétés dominantes. Et c'est ce qu'on voit avec ce projet d'aménagement qui date des années 50, qui hybride des éléments de la culture matérielle occidentale avec des éléments ornementaux traditionnels de la culture matérielle vietnamienne. Donc, typiquement le tapis et puis les boiseries ornées de la pièce. Donc ce projet d'aménagement, il a été conçu par un architecte et peintre vietnamien pour un prince vietnamien également, mais on voit qu'il y a un transfert culturel qui de fait a eu lieu de la part de la culture devenue dominante, donc la culture matérielle française en l'occurrence, qui était en pleine œuvre de colonisation dans la région, sans qu'il y ait pour autant délaissement ou abandon d'éléments ornementaux caractéristiques de la culture traditionnelle vietnamienne. Du coup, tout ça m'amène à vous parler de la dimension presque identitaire en fait, de l'ornement, qui s'est souvent accompagnée de la recherche de motifs autochtones. Et typiquement, j'aime bien ces exemples-là qui nous viennent des États-Unis. Ça a été un énorme sujet aux États-Unis au cours du 19e siècle. Cet enjeu ornemental, c'était celui de s'approprier les ordres architecturaux canoniques issus de la culture classique européenne, mais d'une manière qui soit typiquement états-unienne. Et donc là, on voit les deux images de gauche représentent des chapiteaux de colonnes qui se trouvent au Capitole, à Washington, et qui ont adapté en fait les motifs canoniques des ordres à la culture neuve américaine, donc avec des motifs issus de plantes natives du continent américain plutôt que de plantes natives du continent européen. Le maïs apparemment est une espèce de grande fortune ornementale à ce moment-là, puisqu'il pouvait être utilisé comme motif de chapiteau, mais aussi comme papier peint. Celui-ci étant un papier peint produit en France, donc vraisemblablement à la même période, en tout cas début 19e siècle. Et derrière ce motif de maïs, c'est en fait toute une espèce de tentative de constitution d'une fierté et d'une identité ornementale nationale qu'on voit se dessiner. Tout un travail qui sera poursuivi et amplifié par l'architecte Louis Sullivan, qui se pose cette question de l'architecture et de l'ornementation organique, susceptible de procéder de la forme architecturale elle-même procédant du site et du paysage. Et donc le raisonnement qu'il y a derrière sa vision de l'ornement, c'est que l'ornement classique occidental est a priori inadapté au contexte d'un bâtiment qui serait typiquement états-unien, puisqu'il doit y avoir une espèce de continuité organique entre le site, l'édifice et le dispositif ornemental. On a aussi vu ce type d'exemple de motifs canoniques réappropriés et modifiés en France. Dans la galerie des glaces du château de Versailles, typiquement, il y a
du coup des motifs de fleurs de lys et de coqs gaulois qui viennent magnifier l'image de la France comme d'une nation forte, centralisée. Et tout se passe comme si l'institution ou la recherche d'une institution de ce type de pouvoir politique s'accompagnait régulièrement de tentatives de mettre en avant des motifs singuliers qui deviennent en fait des motifs identitaires de la culture qui essaye de se former, qui essaye de trouver ses limites et sa place. Alors, du coup, si on en revient à Caton et à Los, pour eux, la découverte et l'importation du raffinement d'une culture matérielle différente était à l'origine d'une déliquescence des mœurs romaines. Pour Los, un étui à cigarette lisse était préférable à un étui de cigarette orné. Et il s'agit là d'un deuxième axe assez récurrent de critique de l'ornement. On voit qu'on peut le faire remonter à Alberti. L'ornement est assimilé à une sorte d'ajout, à une impureté, d'autant que l'évolution des vocabulaires ornementaux et des goûts esthétiques est très souvent donc liée à des transferts culturels. Mais en fait, l'ornement n'est pas seulement identifié à une menace pour l'intégrité du corps social, mais aussi pour l'intégrité de l'œuvre elle-même, de l'œuvre bâtie notamment. C'est un peu le sens de ce que nous dit Alberti ici, en considérant que c'est une lumière auxiliaire de la beauté, c'est un complément. Et vous vous souvenez peut-être que tout à l'heure, quand je vous ai lu cette définition de l'ornement selon une approche morphologique, l'un des premiers éléments, c'était subordonné à l'œuvre. Donc voilà, il y a cette idée que l'ornement est quelque chose qui est finalement toujours un petit peu secondaire, parce qu'il ne remplit pas de fonction utilitaire. Donc on a l'impression qu'on pourrait le retrancher sans que l'œuvre n'y perde grand-chose, en fait. Même si, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'échelle de l'ornement architectural, il est souvent difficile de distinguer ce qui est utilitaire de ce qui est ornemental. Et typiquement, par exemple, là, c'est difficile de déterminer à quel point la corniche a une fonction utilitaire, celle de protéger les pans de la façade des eaux pluviales, ou une fonction ornementale qui est celle de porter l'ensemble de ces motifs qui sont des éléments rhétoriques, en fait, si on peut parler d'architecture parlante, de la façade du palais Rucellai. Et en fait, l'un des problèmes que pose cette approche, c'est que l'ornement varie dans son appréciation selon les époques. Le rapport entre œuvre et ornement, il est dynamique historiquement. Si vous vous souvenez du truc que j'essayais de proposer, de se dire, bon, l'ornement, c'est matérialité plus anticipation plus perception. La perception, elle ne cesse d'évoluer. Typiquement, pour Blondel, donc grand architecte français, Jacques-François Blondel, il y en a plein des Blondel, grand architecte français du XVIIIe siècle, les moulures n'étaient pas des ornements à proprement parler. C'était des supports d'ornements, en fait, d'où typiquement cette planche où il présente les ornements qui s'appliquent sur les moulures. Alors même qu'aujourd'hui, quand on regarde un bâtiment ou un intérieur présentant ce type d'élément architectural, on a tendance à le considérer comme un ornement. Et en fait, cette recherche de préservation, d'une sorte d'intégrité de l'œuvre, elle prend des formes de plus en plus radicales historiquement. En Occident, ça culmine au cours du XXe siècle, d'où cette idée et cette impression d'une sorte d'exil de l'ornement. Du coup, on est d'ailleurs dans un bâtiment qui illustre parfaitement cette espèce de mise à distance de toute forme de travail ornemental, une sorte de valorisation d'un dépouillement qui du coup mettrait l'œuvre à nu et aurait plus à voir avec une forme d'intégrité de l'architecture que quand on viendrait y rajouter des éléments ornementaux. Et en fait, on s'aperçoit sur ces exemples comme ici que de toute façon la forme matérielle présente toujours des caractéristiques singulières, des caractéristiques qui ont fait l'effet de choix. Ici, j'ai été très marquée par du coup les coffrages qui présentent les traces des boiseries qui ont servi le béton qui présente les traces des boiseries qui ont servi à construire les coffrages, c'est dans ce sens-là, qui de toute évidence ont été conservés pour des raisons esthétiques, parce qu'on considère que cette espèce
d'imprégnation en fait, d'un matériau qui est le bois par un autre qui est le béton et de rencontre entre ces deux univers morphologiques et graphiques à un intérêt esthétique. Et du coup, ça me paraît difficile de ne pas percevoir ça comme étant en fait une série d'ornements. Le dépouillement ne va pas forcément de pair, et loin s'en faut, avec l'absence de volonté et de dispositifs esthétiques. Et donc, de la même manière, on peut regarder en fait, des choix comme la finesse des menuiseries, la massivité des parois, la planéité des murs, comme autant de choix esthétiques dont chaque élément ponctuel peut être dès lors considéré comme un ornement. Et dans la mesure en fait, où, depuis l'époque classique, l'ornement pouvait être perçu comme une sorte d'ajout, comme une sorte de supplément, son usage a dû être réglé. Et afin qu'il ne déborde pas l'intégrité de l'œuvre elle-même. Et l'une des logiques qui a prévalu assez longtemps dans ce domaine, c'était celle de la convenance. La convenance, c'était une théorie dont le principe majeur, c'est que la dépense engagée pour la production ornementale est tout à fait légitime, à condition qu'elle reflète le statut de l'édifice ou le statut de ses destinataires. C'est ce que, ici, Cordemoy explique, je trouve, de façon assez transparente. Il serait contre le bon sens, par exemple, que des portiques bien entretenus et bien magnifiques régnassent le long des halles ou des boucheries et que de superbes vestibules ou salons servissent à introduire le monde dans les magasins des marchands. Tout ça, c'est réservé à une autre classe sociale, celle de l'aristocratie et des élites. Et donc, dans le cadre de la théorie de la convenance, il est tout à fait accepté, légitime, attendu même, que les bâtiments présentent certains ornements. Ce qui peut être questionné, critiqué ou remis en cause, c'est quand ces ornements semblent complètement inappropriés par rapport à la destination des édifices ou au statut des destinataires. Et typiquement, il n'y a jamais eu de consensus sur ce qui était approprié en fonction du rang de tel ou tel. Au contraire, Alberti, par exemple, a écrit dans L'Art d'édifier « Je juge nécessaire dans ce domaine de respecter la mesure, en se conformant au rang de chacun, si bien que je blâme, même chez les rois, l'insolence d'une dépense sans frein. » Parce que pour Alberti, finalement, le seul type de ce qu'on appellerait programme, en un petit anachronisme, pour lequel une ornementation sans frein est légitime et intellectuellement acceptable, ce sont les programmes religieux, les églises, les cathédrales, etc. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de statut plus élevé que celui de Dieu, et donc, dans ce cadre-là, toute dépense est légitime, toute dépense est bienvenue. Mais dès lors, la critique peut viser tout ornement qui semble en fait émaner d'une dépense excessive au regard d'un certain statut social. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a, par exemple, toute une série de lois donc, dites somptuaires, c'est-à-dire les lois qui régissent le faste, le luxe, qui sont promulguées en France et au XVIIe siècle, en Italie, du XIIIe au XVe siècle, qui, un peu comme la loi Oppia, dont les femmes romaines ne voulaient plus et que Caton défendait si ardemment, explique qu'en fonction de son statut, ou en fonction du statut de son époux, ou en fonction du statut de sa parentèle, on a le droit ou pas de s'habiller de telle ou telle façon, avec tel ou tel type de tissu, en utilisant tel ou tel type de motif, etc. Il y en a eu des myriades, donc je ne peux pas toutes vous les citer, mais c'est assez divertissant d'aller regarder ce qui concrètement était interdit par la loi, parce que ça peut nous sembler un peu des peccadilles aujourd'hui. En fait, c'est toute une manière de légiférer sur l'individualité qui est complètement sortie de notre sphère intellectuelle et de notre manière de penser le monde social. De fait, d'ailleurs, ces lois, a priori, n'ont jamais été appliquées très scrupuleusement. Et par ailleurs, moi, j'en ai trouvé qu'un seul exemple qui est concerné directement l'architecture, qui était une loi promulguée par Jules César au 1er siècle, la loi Iulia, et qui d'ailleurs s'appliquait aux ornements architecturaux des bâtiments funéraires. Et là, on retrouve cette espèce de lien
trouble, de l'ornement un peu shady qui a toujours à voir avec la mort, le décès, la perte, etc. Mais quoique il n'y ait pas eu, à ma connaissance, de loi somptuaire concernant l'architecture, la théorie de la convenance, qui était l'arrière-plan moral et mental dont elles émanaient, était tout à fait incorporée par les architectes et s'est déclinée selon des modalités un peu récurrentes, l'une des plus explicites étant peut-être chez Serlio puis chez Blondel, que je vous citais tout à l'heure, l'association de certains dispositifs formels à certaines destinations d'édifices. Par exemple, le fait de prescrire l'usage d'ordres architecturaux dits virils, comme le dorique et le toscan, pour les bâtiments civils, militaires, politiques, bref, les bâtiments virils, et l'usage d'ordres architecturaux féminins pour les bâtiments de loisirs, palatiaux, etc. Tout ça peut nous sembler un peu obsolète, et enfin voilà, j'essaye de vous faire rire avec une vision du monde qui nous semble extrêmement distante, extrêmement éloignée. Mais en fait, un certain nombre d'indices suggèrent que la convenance, de la même manière que l'ornement, n'a jamais tout à fait disparu de notre monde social et qu'elle peut tout à fait d'ailleurs être réactivée selon les périodes. À titre personnel, alors là, on est vraiment dans le domaine empirique et hypothétique, mais enfin, je vous partage quand même cette hypothèse. Je pense que la convenance est tout à fait réactivée dans notre monde social, de plus en plus inégalitaire en Occident depuis les années 70. C'est très finement documenté par des économistes comme Thomas Piketty, de sorte que, ou tout récemment, oui, par la philosophe Mélanie Pluvier qui vient de publier L'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine. En fait, on vit de plus en plus dans une société dans laquelle la richesse ne se produit plus au cours de la vie, mais s'hérite ou ne s'hérite pas. De sorte que même si intellectuellement on ne naturalise pas les hiérarchies sociales, factuellement, elles sont reproduites de génération en génération, de sorte qu'elles finissent par reprendre une dimension héréditaire, comme à l'époque de l'Ancien Régime, ce qui a débouché sur un certain nombre de contestations de la part de la bourgeoisie. Quand on pense, de façon un peu anecdotique, mais c'est pareil, aux propos tout à fait récurrents de certains responsables politiques sur les allocations de rentrée scolaire qui seraient utilisées de la mauvaise manière par les classes populaires qui, au lieu d'acheter des denrées de subsistance, achèteraient des objets de luxe comme des téléphones, des télévisions, avec l'argent qu'on leur donne. En fait, comment ne pas voir une espèce de résurgence d'une pensée de la convenance ? Parce que finalement, ce qui est critiqué, c'est pas le prix de ces objets de luxe, c'est le fait que des classes populaires s'achètent ces objets de luxe alors qu'on considérerait qu'elles doivent avant tout subsister, en fait, et pas acquérir des objets luxueux. Plus édifiant encore à mes yeux, Francis Soler a raconté dans une interview, donc Francis Soler, architecte français actuel, le Grand Prix d'architecture en 1900, j'aurais dû le noter, Prix national d'architecture, tu peux pas m'aider, qui en tout cas est extrêmement reconnu et réputé pour avoir fait partie des architectes qui ont remobilisé des dispositifs ornementaux dans leurs bâtiments, y compris, comme c'est le cas sur ce bâtiment-là, qui a été très publié lors de sa livraison en 1997, pour un programme de logement collectif, en l'occurrence de logement social. Et Soler a raconté que, en fait, un jour, quelqu'un a téléphoné à son agence, a demandé à lui parler, et lui a dit qu'il voulait acheter un des logements de cet immeuble. Donc Francis Soler lui a répondu qu'ils n'étaient pas à vendre parce qu'il s'agit de logement social, que de toute façon lui n'était que l'architecte, donc ce ne serait pas lui qui s'occuperait de ça. Et son interlocuteur apparemment a été complètement scandalisé à l'idée qu'il s'agisse de logement social, parce que selon lui, et selon les propos que Soler rapporte, les chômeurs et les RMistes ne méritent pas de tels logements. Bon, bah là, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas si loin il serait contre le bon sens que les chômeurs et les RMistes aient accès à une telle qualité architecturale. Ceci étant dit, il se trouve que du coup j'ai travaillé particulièrement sur cet édifice-là dans mes recherches de thèse, qui a été aussi conçu par l'agence de Francis Soler. Et en fait, on s'aperçoit que
tout en ayant une posture très intègre. En fait, déjà, il fait tout simplement partie des architectes qui s'engagent dans la production de logement social, qui aujourd'hui est presque assimilable à un choix politique militant, parce que c'est un programme très très compliqué, avec des budgets très contraints, avec par ailleurs les contraintes réglementaires qui pèsent sur l'ensemble de la production de logements neufs, etc. Mais Francis Solaire explique finalement que lui conçoit des ornements parce qu'il n'a pas envie que les habitants des logements sociaux soient déracinés, atterrissent dans un endroit complètement dépourvu de singularité, dépourvu d'identité. Et ça, c'est pas sans rappeler un petit peu le discours de Loos sur la paysanne slovaque. La pauvre, elle vit au XIIe siècle. Ouais, il faut pas lui supprimer son ornement parce que elle est un peu inapte à se hisser au même niveau que l'homme moderne qui vit dans le dépouillement. Et puis à côté de ça, surtout, Solaire défend cette idée d'avoir une forme d'homogénéité esthétique, en fait, et une forme d'unité qui vient de l'ornement sur la façade. Ça a été possible pour cet édifice de logement social, mais quand on est passé donc une vingtaine d'années plus tard à un édifice de logement privé pour un promoteur privé, le promoteur a drastiquement limité la place des sérigraphies sur les vitrages en disant mais ça c'est pas possible. Je me souviens que l'un d'eux que j'avais rencontré en entretien m'avait littéralement dit aller vendre 12 000 euros du mètre carré à des gens en leur disant qu'ils vont pas voir le jour de la bonne couleur, c'était inenvisageable. Donc en fait on s'aperçoit que cette posture de l'architecte, quoi qu'elle émane d'une forme de générosité, d'une envie d'être intègre, de ne pas distinguer entre un programme de logement privé et un programme de logement social, dans les faits, c'est plutôt dans le logement social qu'elle s'applique. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que finalement, ça nous amène à la manière dont on vit peut-être dans un monde où la convenance existe toujours, mais selon des formes très différentes de celles de l'Ancien Régime. Si on essaye d'imaginer donc en abscisse, une droite qui serait celle de la présence de ressources, de l'agentivité, donc de la capacité à opérer pour soi-même, etc. Et en ordonner l'intensité ornementale, il semblerait que, contrairement à ce qui pouvait se passer historiquement, c'est pas une ligne qui ferait en gros comme ça. Plus on aurait de ressources et d'agentivité, plus l'intensité ornementale serait importante. Ce qu'on voit, c'est que finalement, alors il y a toujours une grande intensité ornementale déployée pour des édifices luxueux, des grands équipements, etc. Mais en fait, il y en a aussi à l'autre bout de cette courbe pour des édifices dont le point commun des résidents et résidentes, c'est que c'est des populations qu'on peut dire captives ou en tout cas limitées dans leur agentivité, dans la mesure où c'est généralement des personnes qui choisissent tout simplement pas où elles habitent. En fait, c'est déjà un soulagement et quelque chose de positif d'obtenir un logement. Là, je parle des agents humains, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes. Mais dans un article qui devrait paraître dans les mois qui viennent, j'ai défendu l'hypothèse d'une agentivité des motifs ornementaux, une hypothèse qui, à ma connaissance, n'a pas vraiment été explorée jusqu'à présent. Et l'idée serait de se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait des motifs qui perdurent sur parfois des milliers d'années, en fait. Comment on peut l'expliquer autrement qu'en se disant qu'en fait ces motifs disposent d'une agentivité, même si ce n'est pas des êtres vivants, même si ce n'est pas des êtres sentients. En fait, ces motifs ont une capacité à influencer les modalités de production ornementale en architecture. Est-ce qu'on peut dire que du coup l'abscisse horizontale, c'est quelque part la classe sociale, quand tu dis ressources et agentivité déjà? Alors oui, en gros, la raison pour laquelle je n'ai pas mis classe sociale, c'est parce que il faut aussi inclure là-dedans les grands équipements sportifs ou culturels qui ne sont pas exactement conçus, enfin en tout cas dont les seuls destinataires officiellement ne sont pas une certaine catégorie sociale, même si en fait quand on voit les enquêtes sociologiques sur les pratiques culturelles, on s'aperçoit que quand on construit une philharmonie, on sait qu'a priori elle sera plutôt fréquentée par une certaine classe sociale. Mais surtout aussi important, disclaimer, c'est un tableau que je trouve
important à présenter pour ouvrir une discussion, mais qui est extrêmement empirique. Ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir 15 stagiaires pour aller faire plein de recherches, leur dire trouver plein de photos, et puis on va vérifier en fait à quel point, où passe exactement cette courbe et comment ça se passe. Là, c'est très empirique, mais je vous le présente quand même parce que ce type d'ornementation-là, ce type de dispositif qui est quand même, et alors je dis ça en dehors de tout jugement de valeur, je veux dire, moi je ne suis pas praticienne, il y a sans doute beaucoup de complexité du projet auquel je ne me confronte pas, mais on est quand même sur quelque chose qui est très peu sophistiqué, graphiquement, plastiquement, visuellement et matériellement. Ça me semble être une tendance assez caractéristique, presque une tendance lourde, quoi, de la production ornementale en logement collectif à bas budget et notamment en logement social, depuis que la réglementation thermique a généralisé l'usage de l'isolation thermique par l'extérieur, en fait, et que du coup l'usage de ces bardages est devenu récurrent, voire indispensable, voire incontournable, et que du coup ça fait un support ornemental, et ces tôles, elles vont être peintes et ou perforées. C'est vraiment pour moi presque un poncif esthétique des années de la moitié des années 2000 à la moitié des années 2010, quoi. On est un peu en train d'en ressortir, me semble-t-il. J'essaye de retrouver mes petits pour garder un petit temps d'échange collectif à la fin. J'espère que vous avez noté toutes vos questions au fur et à mesure. Mathias m'avait proposé / suggéré de peut-être plutôt fractionner et vous proposer d'échanger ponctuellement, mais j'avais peur de parler trop longtemps si on me pose des questions. Du coup, je me suis dit, on garde tout pour la fin. Du coup, on parlait de cette histoire de convenance et de ces formes de résurgence contemporaine potentielle. Mais c'est vraiment une hypothèse que je défends, qui me paraît cohérente, en fait, a priori. Une société qui est de plus en plus inégalitaire, où les inégalités sont de plus en plus héréditaires, et donc ont tendance à être considérées de plus en plus comme, pour ainsi dire, naturalisées, en fait, même si moralement on continue à les critiquer. C'est une société qui présente un terreau très fertile pour un retour de la convenance. Et en fait, cette critique, elle est progressivement, notamment au cours du XVIIIe siècle, liée à un changement d'éthique, où on passe d'une éthique principalement aristocrate à un triomphe d'une éthique bourgeoise. La culmination de ça étant la Révolution française, qui remet en cause l'éthique aristocratique de la manière la plus explicite, notamment en remettant en cause justement la naturalisation des hiérarchies sociales au nom du rationalisme, en remettant en cause le caractère héréditaire du pouvoir politique. Et du coup, les manifestations ornementales qui jusque-là avaient été caractéristiques de l'aristocratie font l'objet d'une certaine disgrâce pendant quelques années, les années qui suivent immédiatement la première révolution, mais en fait ensuite redeviennent accessibles, et surtout accessibles à quiconque peut en payer la production, en fait. Et ça va être cette situation-là qui va s'intensifier tout au long du XIXe siècle et mener à un type de production de décors architecturaux que quelqu'un comme Loos et d'autres vont juger ostentatoires, étouffants et donc critiquables, parce que reflétant une espèce d'éthique petite bourgeoise, ornementale, capitaliste, critiquable, quoi. Et en fait, tout ça s'articule autour de l'idée, c'était un peu le seul axe de critique de l'ornement de Loos qui n'était pas basé sur une discrimination, c'était celui de dire, je vais retrouver mot pour mot ce qu'il raconte, c'est un crime contre l'économie nationale que d'anéantir ainsi le travail des hommes, l'argent et les matériaux. Et plus loin, il dit, l'homme du XXe siècle peut couvrir ses besoins avec un capital bien moindre que l'homme du XVIIIe siècle, et donc épargné. En fait, c'est une critique qui n'est pas complètement déconnectée de celle de la convenance, puisque là aussi, elle porte
sur le type de ressources qu'il faut investir ou pas dans l'ornement. Mais le principe, c'est que dorénavant, suite à la Révolution, les dépenses somptuaires d'une classe très restreinte, la classe aristocratique et le clergé, elles sont délégitimées, d'autant qu'il y a une crise économique qui guette. C'est dans ce contexte-là que cet abbé, Nicolas Baudot, écrit un texte sur les lois somptuaires en disant bon, on peut faire de l'ornement, mais en fait, il ne faut pas que ça nuise aux finances nationales et aux finances collectives, qui à l'époque sont très essentiellement liées à l'agriculture. Cet auteur étant l'un des penseurs physiocrates. Je ne sais pas si ce mouvement vous dit quelque chose, mais il a été très très puissant au XVIIIe, et c'était un mouvement de rationalisation de la gestion agricole. L'idée était de dire les principales richesses d'un pays, elles sont liées à sa production agricole. Il faut en garder une partie pour permettre la reproduction de ces ressources à la saison suivante. Et qu'est-ce qu'on fait de l'autre ? C'était un peu Et donc, comment on fait pour avoir le plus de ressources possible pour qu'une fois qu'on a retranché cette part nécessaire à la reproduction des ressources agricoles, on puisse en avoir davantage à dépenser. Donc c'est la critique de l'ornement comme dépense et comme gâchis, elle monte en puissance tout au long du XIXe siècle, et elle est portée finalement par des personnes qui peuvent revendiquer une vision égalitariste ou rationaliste, voire une vision sociale du monde. Donc on a vu que c'était plus ou moins le cas pour Laux dans les extraits que j'ai cités. Et ailleurs, dans son texte, il s'insurge du fait que les sculpteurs ornemanistes sur bois touchent des salaires dérisoires en fait par rapport à la sophistication du travail qu'ils produisent, que ce soit aussi le cas pour les dentelières, les brodeuses, les ornemanistes en général. Laux est un peu choqué par leurs faibles conditions de rémunération. Ce qui est assez remarquable, à mon sens, c'est qu'il ne relie pas ces conditions de travail déplorables à un état économique général, à des conditions de production générales, mais à l'existence des ornements. Et ça, c'est tout l'inverse de ce que va faire un penseur comme William Morris, une génération avant Laux, qui avait dressé des constats relativement similaires à ceux de Laux, mais qui en tire des conclusions profondément différentes. William Morris est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Eh bien, c'est mon idole. C'était un architecte, un designer, un peintre, un auteur de romans, de poésie, un éditeur et un militant socialiste à ses heures. Et son médecin a dit de lui, quand il est mort à 60 ans, il est mort d'avoir été William Morris. C'est quelqu'un qui en faisait trop, faisait tout. Et lui, en fait, n'a pas vraiment de... il naît dans un milieu... Oui. C'est Art and Craft ? Oui, tout à fait. Ça a été un des penseurs de l'Art and Craft. Et en fait, justement, en France, on le connaît beaucoup pour ses dessins de jolis papier peint, quoi. Alors que c'était quand même un penseur révolutionnaire assez radical et dont beaucoup d'analyses de la situation économique, de l'état du capitalisme, de ses effets sur ce qu'on n'appelait pas encore l'environnement. Mais lui va parler des paysages naturels, par exemple, mais enfin, c'est le même type de préoccupation. Les effets sur les conditions de travail, les effets sur les conditions de rémunération, etc. Il a écrit sur tout ça, et il a écrit sur tout ça avec des analyses qui me semblent d'une actualité totale aujourd'hui. Il y a L'Art et l'Artisanat, qui est un petit recueil qui a été publié aussi chez Payot. Donc dans la même maison d'édition, ils ont publié Laux et ils ont publié William Morris, c'est un peu fascinant. Et il y a aussi un autre recueil qui s'appelle Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre. C'est hyper facile à lire et agréable et fluide. En fait, tout ça, c'était des conférences que William Morris allait donner dans des usines, notamment en Angleterre, dans des fabriques et des usines, pour rallier des ouvriers à la cause socialiste. Et lui-même, en fait, était propriétaire d'une usine dont il a essayé de changer les modalités hiérarchiques pour que ça soit plus égalitaire, pour que, du coup, les ouvriers aient plus d'agentivité, pour reprendre ce terme. Et en fait, il avait tout à fait conscience que s'il venait dérouler un discours hyper érudit et savant à des ouvriers, il allait convaincre personne. En gros, il n'a pas fait ce qu'a fait Marx, bon, d'autant moins que lui, il n'avait pas un ami riche pour lui permettre d'écrire sereinement pendant toute sa vie, pendant qu'il épousait la bonne, mais bref, j'arrête là.
Lui, il n'avait pas beaucoup de temps ni pour préparer ses conférences, ni pour convaincre les gens, et il va droit au but. C'est des trucs qui peuvent se lire je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure max. C'est vraiment des textes, je trouve qu'il faut absolument relire aujourd'hui, parce qu'ils nous parlent de la façon dont le monde qu'on connaît est arrivé, en fait, et de ce qu'il y avait avant, et de ce qu'il pourrait y avoir à la place, quoi. Maurice a été d'ailleurs il est considéré comme un précurseur de l'ensemble de la science-fiction. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Nouvelles de Nulle Part. C'est un bouquin de SF. Hein, mais à l'époque, ce style n'était pas identifié, donc on ne pouvait pas le nommer comme ça. Mais c'est un paysan anglais ou un ouvrier anglais qui s'endort et qui se réveille dans le futur. Et là, il tombe sur une société utopiste que du coup il comprend pas, parce que lui il arrive de la société anglaise du 19e qui est beaucoup plus inégalitaire. Et en fait, un des trucs que dit William Morris, c'est que le problème, du coup, pour aller vite, c'est pas l'ornement, c'est le capitalisme. Il propose une critique de la société industrielle qui est en train de se déployer sous ses yeux. Et ce qu'il estime, c'est qu'en fait, il ne faut pas faire disparaître l'ornement. Au contraire, il faut lui rendre sa double place de convoyeur de plaisir, d'abord pour la personne qui le produit, pour le travailleur, la travailleuse qui retire davantage de plaisir de son travail parce que ce travail n'est pas aliénant, parce qu'il y a une production d'ornement. Et puis l'ornement donne aussi évidemment davantage de plaisir à celui ou celle qui en a l'usage. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve un peu cette idée d'approche relationnelle de l'ornement, en fait, qui fait que l'ornement n'est jamais un élément flottant, c'est toujours un élément ancré dans une relation, celle du producteur, de la productrice avec sa production matérielle, et celle de la façon dont cette production matérielle est reçue, qui forme cette espèce de triptyque. Et du coup, c'est une approche qui ne peut que s'opposer à une production standardisée et sérialisée de l'ornement. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien et qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est moche, mais qu'en tout cas ça pose vraiment question sur ce que la production matérielle des choses implique comme production ou comme reproduction sociale. Et typiquement, les images que je présente ici, qui sont celles d'un chantier mené par l'architecte Salim Hanaji, je les trouve intéressantes parce que c'est quelqu'un qui remet au centre de la production matérielle de son architecture des savoirs experts, des savoirs spécialisés, dont sont dépositaires non pas d'autres architectes ou des ingénieurs, mais les maîtres artisans avec lesquels elle travaille. Et du coup, à qui elle peut laisser davantage d'agentivité. J'essaye de réutiliser ce mot plein de fois pour qu'il soit de plus en plus clair avec ces différents contextes. Et finalement, en fait, toute cette approche de l'ornement par le plaisir, elle est restée assez centrale. Elle est défendue par un historien de l'art, Oleg Grabar, qui fait partie des premiers à avoir réécrit sur l'ornement au début du XXe siècle, en fait. Et lui, alors il écrit depuis le champ de l'histoire de l'art, donc un champ où les définitions morphologiques sont dominantes. Et il critique un peu ça, quoi. Il dit l'étude scientifique de l'ornement, c'est peu attrayant intellectuellement, ce qui veut dire chiant en langage châtié d'académique, quoi, d'universitaire. Et puis surtout, en fait, ça passe à côté de l'essentiel de ce qu'est l'ornement, qui est le fait de prodiguer du plaisir. C'est le deuxième sens du mot ornement dont il parle. Et là, il nous dit la spécificité des motifs et des techniques, finalement, c'est ça qui devient secondaire. Et l'essentiel est l'effet produit. Alors cet effet de plaisir produit qu'on retire de l'ornement, qu'il soit architectural ou pas, il n'est pas a priori propre à notre espèce, en fait. Darwin avait déjà défendu une hypothèse selon laquelle les animaux disposent en fait d'une sensibilité esthétique, les autres animaux que nous. Et cette hypothèse qui a été assez occultée en fait pendant longtemps, parce qu'elle ne collait pas avec la vision machiniste de l'animal qu'on a cultivé. Et actuellement redécouverte, il y a un livre que j'ai pas encore terminé, que je suis en train de lire, qui est assez fascinant là-dessus, qui s'appelle The Evolution of Beauty, où l'auteur décrit comment finalement les ornements
des animaux, qui dans le cas des oiseaux, comme ici le grand argus, peuvent être tout à fait exceptionnels. Ça, c'est les plumes des oiseaux, en fait, et ce qui semble être des espèces de petites boules ou billes, sont des couleurs, des teintes très très subtiles sur ses ailes, qui ne se voient que à l'occasion de sa parade nuptiale, quand il relève de cette façon-là ses ailes. Je ne vais pas vraiment le faire parce que je n'assume pas mon côté grand argus. Et en fait, tout ça peut difficilement être interprété dans une logique utilitariste en fait, de l'évolution. Toute l'hypothèse de l'auteur, c'est de dire que en fait, il y a des contraintes extérieures liées au milieu, aux évolutions du milieu, qui ont des effets sur l'évolution des espèces. Mais il y a aussi ce qu'il décrit comme des tensions internes liées au goût esthétique des individus qui opèrent la sélection sexuelle de leurs partenaires. Qui, dans beaucoup d'espèces, c'est plutôt les femelles qui choisissent leurs partenaires, mais il y en a un certain nombre où c'est l'inverse. Du reste, ce qu'est une femelle est aussi un peu reconsidéré en fait, aujourd'hui par la théorie, par la biologie, quoi. Et pas que. Et du coup, il y a donc, le milieu qui influence sur l'évolution morphologique des espèces, il y a les goûts esthétiques des individus qui choisissent leur partenaire sexuel, et puis il y a l'évolution de ces goûts sous l'effet des évolutions morphologiques des oiseaux. Donc par exemple, pour prendre cet exemple, il va y avoir des nécessités en termes de capacité de vol, de poids, de taille, etc., d'aspect. Il va y avoir quelque chose qui n'est pas une nécessité, mais qui est favorisé, parce que pour transmettre ces caractères génétiques, il faut que l'oiseau qui fait la parade plaise à l'oiseau qui sélectionne un partenaire. Et puis l'oiseau qui sélectionne un partenaire, en fait, ses propres goûts sont susceptibles de changer à l'échelle de plusieurs générations, évidemment, sous l'effet des modifications du plumage, de la taille, de la forme, des ailes, de la queue, du bec, etc., des oiseaux qui sont, eux, sélectionnés en tant que partenaires. Donc là encore, on voit une dimension extrêmement relationnelle, située et ancrée, en fait, de ce que peut être l'ornement, non pas qu'architectural, mais l'ornement en tant que grand principe, en fait, de la matérialité et de la plasticité du monde. Est-ce qu'on peut parler d'ornement? Donc là, c'est vraiment naturel, il n'y a pas d'intention derrière, d'acte, d'ornement. On peut tout à fait se poser la question, puisqu'effectivement, l'intentionnalité animale, elle est vraiment difficile à concevoir en tant que telle, en tout cas à investiguer. L'hypothèse de l'auteur de ce bouquin que j'évoquais, là, The Evolution of Beauty, c'est que tout ça est parfaitement intentionnel, en fait, même si nous, depuis notre situation animale, on n'est pas en mesure de comprendre et de connaître la manière dont ce goût esthétique d'autres espèces existe, peut être peut-être communiqué, ou, enfin, circule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intentionnalité. En l'occurrence, ce n'est pas l'intentionnalité de la mère de cet oiseau-là de faire un ornement, mais c'est l'intentionnalité de la femelle qui dit « Ok, beau plumage », qui finalement produit sur l'effet de plusieurs générations un ornement très singulier. Et donc tout ça nous suggère que dans notre espèce, le goût n'est pas une espèce de raffinement, on n'est pas dans l'espèce de vision de l'homme moderne et sophistiqué qui aurait un goût de plus en plus dépouillé, mais qu'au contraire, en fait, les enjeux esthétiques font partie de l'ensemble du monde animal dont on fait partie, que c'est une propriété animale comparable à d'autres, et en tout cas qu'on a le plaisir justement de pouvoir partager avec d'autres animaux. Et dans cette hypothèse-là, si on revient finalement à cette définition de l'ornement comme rapport relationnel, on s'aperçoit qu'il y a toujours une dimension située par l'intentionnalité, située par la réception, située par les dispositifs matériels, et que l'évolution, les déplacements, la remise en cause des motifs ne changent jamais le fait qu'incorporer un motif à un ornement se produit dans un contexte singulier, pour des raisons singulières, parce que quelqu'un, quelque part, se dit que c'est le bon motif avec le bon matériau au bon endroit. Et je pense que
ouais, je vais accélérer un peu le fameux mot-clé. Donc finalement, l'ornement apparaît comme une manière pour les humains d'intensifier en fait leur rapport à un lieu en accentuant, en hiérarchisant les perceptions et les sensations qui y sont associées, comme c'est évidemment le cas dans l'art rupestre et l'art pariétal qui peuvent largement être interprétés sous ce prisme. Et du coup, je trouve ça interrogeant de se dire que jusqu'il y a quelques années, en fait, en dehors de l'usage de technologies très élaborées qui aujourd'hui, en fait, nous permettent de retrouver, par exemple, des micro-cendres qui prouvent qu'il y a eu un foyer à un endroit, etc. Pendant des décennies et même des siècles, en fait, l'activité humaine disparue, elle était d'abord identifiable, pour les périodes reculées, à la présence d'ornements. Le fait qu'aujourd'hui, à la période contemporaine, ça soit devenu quelque chose dont on parle beaucoup moins et qu'on considère comme secondaire, intellectuellement me dépasse un peu, en fait, dans la mesure où ce genre de manifestation nous rappelle au contraire qu'en dépit d'une vie frugale, d'une vie sans doute marquée par un réseau de contraintes vitales assez dense, ce qui ne signifie pas que la vie était moins agréable ou beaucoup plus difficile, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que d'un point de vue matériel, elle était vraisemblablement complexifiée dans l'application d'un certain nombre de besoins. Les humains mobilisaient de l'énergie, de l'imagination et du temps pour produire ces peintures. Et on peut presque y voir en fait les premières formes de toute ornementation architecturale. Donc je voulais terminer avec cette citation que je trouve tout à fait éclairante là-dessus et très belle. N'est-ce pas la ruse de l'ornement que d'apparaître sous la figure du détail aléatoire, fruit d'une imagination frivole et dépensière, alors qu'il se peut qu'il soit la ruse même, celle qui déjoue un autre imaginaire écrasant et carcéral, celui de la nécessité. Et maintenant, je vous rends la parole pour toutes les questions que vous pouvez avoir.